Eh bien, bonsoir à tous. Moi, je vais vous présenter la partie effectivement sur les chiffres clés, puis les constats sur la population des internes. Déjà, avant de commencer sur le constat, un petit peu quelles sont les définitions, notamment de la qualité de vie au travail. C'est la conciliation des enjeux personnels d'épanouissement au travail avec les injonctions de productivité et de rentabilité qui sont inhérents au travail. Donc déjà, ça permet d'avoir une base pour réfléchir sur quels sont les impacts sur la qualité de vie de la réanimation. Et puis, malgré tout, la qualité de vie, donc ça, c'est une définition que je vous ai donnée, mais il y a plusieurs définitions et puis surtout une variabilité très importante dans la façon de l'évaluer. Et donc, parfois, on voit des chiffres un petit peu dans tous les sens. Et donc, on va essayer de faire une revue claire ce soir. Une dernière définition avant de commencer, c'est la définition du burn-out. Donc là, qui est la définition récemment mise en ligne sur le site du ministère du Travail en France, donc qui est une définition globale. C'est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc, je commencerai par faire l'état des lieux, puis je ferai un point particulier sur l'impact de la pandémie et puis quelques pistes de prise en charge qui seront développées après par les autres intervenants. Donc, pour commencer, ça, c'est une étude qui a été faite de façon internationale. C'est une méta-analyse sur la santé mentale des internes en médecine dans le monde. C'est une revue systématique de la littérature qui reprend toutes les études publiées sur ce sujet entre 1963 et 2015. Donc, elle a l'avantage d'avoir un panel très important et qui trouve donc de façon globale à peu près 30% de dépression parmi les internes et à peu près 10% d'idées suicidaires, donc qui sont des chiffres considérables. Une des choses, un des points importants, c'est qu'il y a une augmentation au cours du temps de ces chiffres dans la population, vu que le panel d'études est large, ça permet de faire des comparaisons en fonction des périodes. Si on revient cette fois-ci en France, il y a eu récemment une enquête menée par les différents syndicats des internes, notamment l'ISNI, la NEMF et l'ISNAR-MG, qui a considéré, donc c'était sur tous les étudiants en médecine, pas seulement les internes, mais moi je vais vous présenter les résultats spécifiques aux internes. Ça a permis quand même de toucher 3764 internes. Ça a été fait par le biais d'auto-questionnaires avec 2 échelles. On verra, donc il y a plein d'échelles qui existent, mais notamment l'échelle HAD et MBI. Et donc ça a eu lieu au mois de mai et juin 2021, donc en pleine pandémie. Les premiers résultats assez importants, c'est que le burn-out, ça touche 66% des internes. Donc c'est un chiffre considérable. 29% d'humiliation et puis 32% d'harcèlement sexuel. Attendez, je me permets. Hop, pardon. Et puis, ils ont fait un focus sur les épisodes dépressifs caractérisés et ils ont surtout regardé les facteurs de risque qui peuvent être intéressants puisque ça peut être des pistes qu'on peut essayer de développer pour essayer de prévenir ces épisodes dépressifs. Le premier, ça a été le temps de travail hebdomadaire en stage supérieur à 50 heures. Si on fait un focus sur cette donnée particulière, l'ISNI a mené en 2020 une enquête déclarative pour savoir à peu près le temps de travail des internes. Donc, ça a toutes les limites d'une enquête déclarative, mais ça a au moins le mérite d'exister. Notamment, ça rapporte que donc, en MIR, c'est à peu près 60 heures par semaine. Dans les spécialités médicales, ça tourne plutôt aux alentours de 57 heures et dans les spécialités chirurgicales, plutôt 70 heures par semaine. Dans tous les cas, quels que soient les chiffres qu'on prend, on voit qu'ils sont supérieurs au seuil de 50 heures avancées dans l'étude précédente et on voit que tous les internes semblent donc à risque. Dans les autres dans les autres facteurs de risque, il y a le fait d'avoir bénéficié d'humiliation, d'avoir subi des humiliations au cours de son internat, avoir subi un harcèlement, une agression sexuelle ou avoir des difficultés financières qui peuvent être ressenties comme peu importantes ou comme importantes. On voit que le ratio est plus important si elles sont ressenties comme importantes. Un facteur protecteur est ressorti de cette étude, qui est le fait d'être en couple. On peut peut-être généraliser à avoir un soutien familial et affectif important qui permet parfois de résister aux pressions liées pendant l'internat. Après, pour prendre une population qui ressemble un peu à la population de la MIR, il
il y a les anesthésistes réanimateurs qui ont fait une enquête en 2019, donc cette fois-ci avant la pandémie, pareil, à l'aide d'auto-questionnaires avec l'échelle HAD et CBI pour faire un peu une évaluation de la situation. Et donc, cette enquête a retrouvé 20% d'anxiété parmi les internes en anesthésie-réanimation, 8% de dépression et 39% de burn-out. Ça, je précise encore une fois que c'était avant la pandémie. Les facteurs de risque, eh bien, en fait, c'est un peu les mêmes. On voit un travail hebdomadaire encore supérieur à 50 heures par semaine, le fait d'être une femme, et puis faire un stage en réanimation. Ce qui est important, c'est qu'on ne voit pas de différence selon l'année d'internat et que ce n'est pas que on est plus. Enfin, on peut traduire ça comme tous les internes sont à risque, quel que soit leur stade au niveau de leur internat, et que personne n'est protégé d'avoir des troubles psychosociaux. Maintenant qu'on a vu l'état des lieux un petit peu au niveau des troubles psychosociaux des internes et qu'on a vu que les chiffres étaient importants, on va voir l'impact de la pandémie qui, effectivement, vous allez voir, n'a pas arrangé les choses. Ça, c'est une étude qui a été menée sur la santé mentale de tous les praticiens à l'hôpital et pas forcément que des internes, mais donc les internes ont été étudiés. C'est une revue internationale de 59 études et ça montre de façon... on pouvait s'en douter, mais en tout cas, ça a le mérite de le prouver, c'est qu'il y a une aggravation de la santé mentale des personnels médicaux et paramédicaux pendant la pandémie, avec une anxiété, de la dépression et des troubles du sommeil qui étaient plus importants chez la population d'études que dans la population générale. Et puis, comme facteur de risque retrouvé pour être plus sensible à ces facteurs, à ces troubles psychosociaux, on a le fait d'être une femme, d'avoir fait un travail directement auprès de patients ayant le Covid, et puis le manque d'équipement de protection, on peut s'en douter, ça crée un stress plus important. Et puis là, c'est une étude sur la perception, effectivement, donc, de cette santé mentale chez les internes en médecine en France. Donc, ça cible vraiment la population qui assiste à ce webinaire. Et donc, c'était encore un auto-questionnaire qui a été envoyé à tous les personnels des hôpitaux universitaires. Et il y avait 122 internes qui ont répondu. Et ces internes-là étaient plus sensibles au stress que les paramédicaux à l'hôpital. Et ils avaient une santé mentale qui était moins bonne que toute la population étudiée. Donc, encore une fois, les internes, c'est une population particulière, particulièrement fragile. Et on peut s'imaginer que le Covid n'a pas amélioré les risques, les troubles psychosociaux. Et donc, on voit bien qu'avant le Covid, il y avait déjà des chiffres importants. On imagine bien que le Covid n'a fait que aggraver cette situation. Et donc, actuellement, les choses sont importantes. Quelques pistes de réflexion sur comment on peut prendre en charge cette situation. La première, c'est qu'il faut un dépistage et un suivi important au niveau des internes, un accompagnement qui semble très important. Il ne faut pas oublier le rôle de la médecine du travail. Et puis, en cas d'urgence, il y a des numéros ou des personnes que l'on peut contacter. Là, je vous ai mis le numéro national de prévention suicide, donc le 3114, qu'on peut appeler si besoin. Et puis, il y a aussi le Centre national d'appui à la qualité de vie des étudiants en santé, le CNA, qui a un site internet très bien fait et puis qui propose des formations régulièrement et également des contacts. Et je vais finir par notre spécialité. Il n'y a pas d'état des lieux précis qui existe. Je vous ai présenté des études qui ont étudié les internes en France, les internes en médecine de façon même un peu nationale et internationale. Mais finalement, en MIR, on n'a pas d'études précises. C'est pour ça qu'avec l'ANGEMIR, on a préparé et réalisé une enquête à destination des internes qui est actuellement en cours. Et on espère pouvoir présenter les résultats bientôt afin de sensibiliser à notre spécialité particulièrement et aussi afin de développer des outils adaptés. En effet, on a l'impression que c'est en mettant en lumière les situations actuelles qu'on peut proposer des choses pour contrer ces risques psychosociaux. En conclusion, il y avait une situation générale qui est inquiétante, qu'il était déjà avant la pandémie, mais il y a eu un impact négatif prévisible et à prévoir de la pandémie qu'on ne mesure peut-être pas encore actuellement totalement. Et puis, il y a des outils de prise en charge à développer pour améliorer encore l'accompagnement des internes vis-à-vis des risques psychosociaux qui sont importants. Je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions, je suis à disposition. Merci beaucoup, Marion.
de ta présentation qui est très complète, qui montre, à la fois, l'enjeu, qui historiquement s'est accru, qui, est présent à l'international et qui, semble varier en fonction des spécialités, mais qui est quand même très inquiétant et qui, s'est hélas majoré avec la crise Covid. Donc, je pense que c'est un bon état des lieux et qu'en effet, il y a des solutions, qui sont proposées, nationalement, localement par les différents syndicats locaux et aussi, par les associations de spécialité. Je pense qu'on peut enchaîner, tout de suite avec, l'accompagnement des internes avec, le Gérard Chadili. Bonjour. Euh, Christophe, c'est toi qui mène le diaporama? Alors non, mais je peux reprendre la main dessus et ou te la laisser, Gérard, comme tu veux. Tu veux que je la prenne? Euh, ouais, parce que je ne sais pas trop comment faire. Mais je peux le faire, sinon je peux faire défiler les Ah, diapos d'accord. si Très vous bien, voulez. Super. très bien, très Merci, bien, très Marie. bien. Pas de Merci. souci. Bon, on y va. Donc, l'accompagnement des internes sur la question des risques psychosociaux. Bon, l'APA, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une association de médecins pour les médecins qui a 40 ans et qui s'est d'emblée penché sur les difficultés d'accompagnement, d'abord sur le statut des praticiens hospitaliers. Ensuite, on a ouvert aux internes et actuellement, il y a 500 internes parmi les 11 000 praticiens de toutes disciplines qui sont associés à l'APA avec 26 000 bénéficiaires. Ce qui est sûr, c'est que les professions médicales sont très vite, dès l'externat, en fait, ça a été démontré, dès l'externat, et soumis donc à une possible burn-out, à des possibles dépressions, à de l'angoisse, qui vont s'aggraver au fur et à mesure parce qu'il n'y a pas vraiment, vous l'avez souligné Marion, d'outils de prévention. On a eu l'impression que pendant longtemps, être interne ou être étudiant en médecine, c'était un sacerdoce, donc une profession de sacrifice, et qu'il n'y avait pas forcément à se pencher sur les états d'âme et les difficultés qu'on pouvait rencontrer dans le travail. Ce qu'on voit chez les internes, on l'a d'abord vu chez les médecins, avec un taux de suicide qui est plus élevé chez les médecins que dans la population générale. Comme Marion le soulignait, si on est une femme, c'est encore plus, puisque ça doit être 1,47 en OR si on est un homme et 2,27 chez une femme, avec une profession qui se féminise, avec des exigences qui augmentent. Là, comme Marion est docteur Pardon. junior, elle n'est pas soumise à la R3C, mais la nouvelle réforme des études médicales qui rajoute une année, qui a multiplié depuis les études avec les Écosses, etc. C'est sur le papier, c'est pas mal, mais en fait, c'est extrêmement stressant, extrêmement inquiétant, avec en plus maintenant les EDN qui avancent. Enfin, on a l'impression que dans l'organisation des études et dans l'organisation de l'internat, tout est fait pour mettre les internes en situation complexe. Comme Marion l'a soulevé, le Covid n'a pas arrangé les choses, mais surtout le Covid est venu montrer à quel point l'hôpital public, mais pas seulement, était en grande difficulté. L'organisation de la médecine avec les médecins traitants qui avaient oublié la pyramide des âges et qui fait que pour trouver un médecin traitant, c'est compliqué. À Paris, on en a perdu 1400 en 10 ans. Donc, c'est assez complexe. Ceux qui sont internes de réanimation en particulier, vous êtes de plus en plus sollicités avec des difficultés importantes parce qu'on a pris de gros retards. Le gros retard, ce n'est pas uniquement le retard organisationnel, c'est que le Covid a entraîné l'arrivée de pathologies qu'on ne voyait plus depuis une dizaine d'années. En tout cas, moi qui travaille avec donc les réunions de morbimortalité, je revois des tumeurs thoraciques qu'on n'avait pas vues depuis 10 ans. C'est-à-dire des retards de soins, pareil au niveau des infarctus, pareil au niveau des difficultés artérielles. Donc tout ça, ça vient aussi entraîner une perte de sens dans ce qu'on fait, puisqu'on se retrouve avec des malades de plus en plus compliqués. La France n'a jamais été un pays, il faut quand même le dire, très branché prévention. Alors déjà pas pour les soignés, mais encore moins pour les soignants. Or quand même, nous sommes en vase communicant. On ne peut bien soigner que si on va bien.
sur le plan psychique, que si l'on va bien sur le plan physique, et que si ce que l'on fait a un sens. Alors l'APA s'est beaucoup penché sur le sens de notre pratique, sur comment améliorer les choses, comment accompagner les internes. On a assez été effaré en 2021 d'apprendre qu'un interne se suicidait tous les 18 jours. On savait qu'il y en avait beaucoup, mais à ce point-là, c'était quand même inquiétant. Et donc, on a essayé de faire dans un premier temps, par la lettre de l'APA, par le site d'APA.org, d'informer, sensibiliser et si possible protéger. On ne l'a pas fait tout seul parce que l'APA, ce n'est pas non plus les mégalos. Donc, on a travaillé avec SPS, santé pour les professionnels, enfin, soins pour les professionnels de santé, qui avait déjà une infrastructure avec une plateforme, avec des psychologues, avec des ateliers IJAD, etc. Donc, qui avait déjà bien mis en place, et d'ailleurs, un ancien président d'SPS est aussi administrateur de l'APA, ce qui crée et renforce nos liens. Tout à l'heure, vous avez souligné le rôle des syndicats. L'APA, c'est aussi une émanation syndicale, du syndicat des praticiens hospitaliers. Donc, il y a quand même une volonté de travailler, de trouver des outils. D'ailleurs, pour déterminer qui est en burn-out ou pas, alors c'est beaucoup d'internes qui sont en burn-out. Vos chiffres mettent 38%. Des études ont montré que ça peut aller jusqu'à 60% chez les internes, quand même. Parce que le burn-out, c'est très difficile à reconnaître. Le burn-out, ça ne touche pas alors, ceux qui n'ont pas envie de travailler, ça touche généralement les consciencieux, ça touche ceux qui veulent faire leur travail positivement, ça touche ceux qui s'engagent. Et c'est vrai que quand on est à 70 heures par semaine, comme vous le soulignez dans certaines disciplines, c'est compliqué. C'est des choses qu'on a connues. Moi, je fais partie d'une vieille génération d'internes où on était 3 par service de pédiatrie, où on faisait 76 gardes en 6 mois. Donc, et on a milité, puisqu'on parle de comment sensibiliser, protéger, on a milité, nous aussi, pour que les internes aient des repos de garde, parce que c'était un peu n'importe quoi. Et on mettait vraiment la vie en danger des patients et aussi la vie en danger des soignants. Là, on parle du rôle des internes, mais nous sommes des équipes, en principe, en milieu hospitalier, en particulier en réanimation. Je trouve que je suis un ancien interne de réanimation avant d'être psychiatre addictologue. Et on ne peut rien faire sans les infirmiers, sans les aides-soignants, sans tout ce qui est l'accompagnement global de la prise en charge, une vision holistique d'accompagnement. Et on a aussi là de gros déficits, je ne sais pas dans vos services, mais de gros déficits d'infirmiers qui peuvent atteindre parfois 30% de la masse qu'on devrait avoir pour réaliser des soins de qualité. Tout ça, ça vient aussi questionner le rôle de soignant. Et donc, nous avons essayé avec l'APA de mettre des liens, dont je parlais d'SPS, la maison des soignants, l'OSAT. On a visité aussi des cliniques qui sont spécialisées dans l'accompagnement, notamment il y en a une près de Besançon qui est spécialisée dans la prise en charge des soignants qui s'effondrent. Et la police fait aussi ça, il y a aussi des établissements pour la police, parce que toutes les professions engagées sont des professions à risque. Donc, c'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps maintenant. À l'APA, on avait commencé à écrire un article qui avait été le plus lu au niveau de l'information psychiatrique sur ce sujet. Et chaque fois qu'il y a le congrès de l'information psychiatrique, mais là, on va aussi aller au CFP, on vient parler de cette nécessité de prendre à bras-le-corps, en considération les difficultés que peuvent rencontrer les soignants. Il y a des cellules, normalement, parce que il faut savoir aussi que les hôpitaux devraient développer, alors certains le font, d'autres ne le font pas, mais une cellule de bien-être au travail, et puis aussi la possibilité d'avoir des intervenants, qu'on puisse parler de ce qu'on vit au quotidien. Alors, c'est toujours compliqué, c'est aussi compliqué que de déclarer les événements indésirables, d'aller parler, parce qu'on a toujours peur de ce qui peut passer et de regard qu'on va avoir sur nous. Donc, on a peur qu'on soit pointé du doigt comme un mauvais soignant, alors qu'au contraire, s'occuper de ce qui se passe, parler de ce qu'on vit, échanger avec d'autres, c'est la clé de la réussite et d'un soin de bonne qualité. C'est vrai qu'actuellement, on parle beaucoup en psychiatrie, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le dernier article qui est sorti sur les aidants qui vont être professionnalisés, mais je crois que les soignants ont besoin aussi d'aidants qui viennent parler de leurs difficultés et comment on échange pour construire une nouvelle prévention des risques psychosociaux dont on sait les effets délétères à court, moyen et surtout long terme.
Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres diapos. Hein, donc, voilà, nous, on milite pour la prévention. Faut savoir que la prévention, les ARS ne mettent pas tellement de crédit en prévention. Hein. Il y a aussi un problème en France, j'aimerais bien avoir l'avis des internes là-dessus, c'est qu'on est beaucoup plus dans le cure que dans le care. Or, chaque euro investi dans le care rapporte 4 euros dans le cure, hein, quand même. Hein. C'est ça qui est important. Donc, il faut travailler sur cette réalité économique. Hein. La santé psychique des soignants n'a pas de prix et en plus, elle a un coût. Et un coût exorbitant s'ils n'arrivent pas à faire leur mission. Alors, oui, on travaille auprès des internes. Hein, donc, vous l'avez dit, Valentin, que nous avons soutenu l'ANJMIR depuis de nombreuses années. On soutient plein d'associations pour faire un travail de prévention. Hein, et même, Aurore va le dire tout à l'heure, dans la couverture pour les internes, hein, ce n'est pas pour rien que l'image représente une couverture, nous avons mis un prix à l'APA extrêmement attractif parce que c'est important de soutenir les internes et de leur permettre d'avoir une couverture médicale et de prévoyance efficace au coût le plus faible possible, en fonction bien sûr de ce que peut absorber une association comme la nôtre. Je ne sais pas si après c'est encore une moi. Ah, c'est plus moi après. Donc, je vous remercie. J'espère avoir fait un tour d'horizon de l'engagement, parce que je rappelle que tous les administrateurs qui sont des professionnels ou d'anciens professionnels sont tous bénévoles et que nous ne travaillons que pour nos collègues et que dans l'intérêt des collègues, et Aurore va le dire, dans l'intérêt d'améliorer les carences du statut, car nous ne sommes pas fonctionnaires, hein, même si nous sommes médecins publics, et on n'est pas toujours bien protégés, et souvent on ne le sait pas. Merci beaucoup pour cette présentation qui montre en effet que on est une population très à risque et que la première façon de traiter, c'est de prévenir et donc d'éviter les situations à risque et si on ne peut pas les éviter, en tout cas essayer au maximum de les contrôler par l'information, la sensibilisation et la protection si c'est pas possible. Alors nous, on est une très mauvaise population pour parler de la prévention en population générale parce que la réanimation, la prévention, c'était compliqué de le mettre en place. C'est difficile de faire de la prévention sur la réanimation. Généralement, c'est un peu tard, même si il y en a eu sur la sécurité routière pour les polytraumatisés et que ça parlait de réanimation. S'il y en a eu pour le Covid et ça parlait de réanimation, mais on n'est pas la discipline la plus sensibilisée à la prévention. Mais en tout cas, la prévention sur les risques psychosociaux, c'est absolument essentiel. Et je vais laisser tout de suite la parole pour la prochaine partie à Aurore Rougeau pour nous expliquer comment l'APA comble un peu ces lacunes. Merci Valentin. Bonsoir à tous. D'abord, toutes mes excuses, mais ma caméra est en panne. Donc, ce n'est pas volontaire, mais voilà. Donc là, malheureusement, je suis un rectangle noir. En ce qui concerne l'APA, peut-être Marion, si vous pouvez passer au… Voilà, merci beaucoup. Je vais pas y revenir puisque Gérard a déjà présenté rapidement l'association. Peut-être pour souligner que les fondateurs de l'APA ont créé l'association en réponse et pour apporter des solutions aux lacunes des statuts en matière de protection sociale, donc ce qu'on appelle la protection sociale, c'est-à-dire la santé et avant tout la prévoyance. Donc voilà, moi je représente ce soir BC. BC, nous sommes un cabinet de conseil en assurance, de courtage en assurance. Nous accompagnons l'APA depuis sa création. Et notre rôle, c'est de concevoir des contrats d'assurance en santé et en prévoyance spécifiquement adaptés au statut des adhérents de l'APA, donc des internes, des médecins et des pharmaciens, et de négocier avec le marché de l'assurance pour obtenir à la fois les meilleures garanties aux meilleurs tarifs possibles.
Donc, voilà notre rôle. Peut-être plus en détail, effectivement. Donc, l'APA, c'est 11 000 praticiens hospitaliers couverts en prévoyance et en santé, dont 75% sont praticiens hospitaliers temps plein, et 15% d'hospitalo-universitaires, 89% de titulaires, 11% de contractuels, 500 internes, hein, Gérard vous le disait, et nous avons également 5% des praticiens hospitaliers qui sont couverts par l'APA pour leur activité libérale complémentaire. Nous, les adhérents de l'APA hein, appartiennent à toutes les spécialités médicales, les plus représentées étant la psychiatrie, la pharmacie, l'anesthésie, réanimation et donc les MIR, la médecine générale, biologie médicale, chirurgie et médecine d'urgence. Et spécificité également, mais qui a son importance, nous sommes partenaires de 600 centres hospitaliers et les accords que nous avons avec eux permettent notamment que les cotisations des contrats soient prélevées directement sur les fiches de paye, comme pour les salariés du privé, donc sans que les titulaires de ces contrats aient à faire la moindre démarche pour payer leurs cotisations. Voilà, mais venons-en au sujet sans doute qui vous intéresse le plus, les lacunes des droits statutaires en matière d'incapacité, invalidité et décès. Alors, qu'est-ce qu'on met peut-être, parce que nous avons malheureusement un jargon et le métier de l'assurance est un métier technique qui jargonne beaucoup. Donc, l'incapacité, c'est quoi? C'est avant tout l'arrêt de travail. Vous êtes malade, vous êtes en arrêt de travail. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Donc, ce que vous avez à gauche hein, dans vos revenus, c'est la structure et les différents éléments de votre rémunération. Donc, vous avez des émoluments hospitaliers complétés par des primes et indemnités, des gardes et des astreintes. Si vous êtes malade, donc si vous êtes en arrêt de travail, qu'est-ce qui va se passer? Votre statut va couvrir 100% des émoluments hospitaliers pendant 3 mois. Mais les garanties statutaires ne couvriront pas les primes et indemnités, gardes et astreintes, et donc ça peut déjà représenter une perte de rémunération importante pour vous. Les contrats APA complètent, puisque nous, l'objectif de nos contrats, c'est de vous indemniser, que vous soyez indemnisé à hauteur de la totalité de vos revenus. Au bout de 6 mois, vos garanties statutaires, elles ne vous remboursent plus que 50% des émoluments hospitaliers. Et donc, en ce qui concerne donc les internes, hein, c'est pour les 6 mois qui suivent. Et pour les docteurs juniors, pour les 9 mois qui suivent. Là encore, les contrats APA complètent de manière à ce que vous touchiez la totalité de vos revenus. Et enfin, après 6 ou 9 mois, vous n'aurez plus que les indemnités de la sécurité sociale, qui sont évidemment faibles et qui ne couvriront pas ne serait-ce que la moitié de vos émoluments hospitaliers, donc avec une perte de revenus très conséquente, si vous n'avez pas souscrit par ailleurs un contrat prévoyance. Donc, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que sans contrat complémentaire, en cas d'arrêt de travail, vous avez très rapidement une diminution très significative de vos revenus. Alors, si on revient un peu sur les garanties statutaires des internes, un peu plus en détail, l'arrêt de travail, donc l'objectif hein, de nos contrats, c'est un maintien de la rémunération à l'identique de ce que vous touchez lorsque vous n'êtes pas en arrêt de travail. Et ce qu'on constate, c'est que si vous n'avez pas de contrat complémentaire, donc vous avez un maintien de rémunération qui est très insuffisant et qui varie selon le type d'arrêt. En cas de congé maladie, donc je le disais, c'est 100% de la rémunération hospitalière hors garde pendant 3 mois, hors garde, prime et indemnité et astreinte pendant 3 mois et 50% pendant 6 mois et 9 mois pour le docteur junior. En cas de congé de longue maladie, c'est 66% de la rémunération hospitalière hors garde, prime et indemnité et astreinte qui vous est versée pendant 1 an, puis 50% pendant 2 ans. Et en cas de congé longue durée, c'est 66% de la rémunération hospitalière hors garde, prime et indemnité et astreinte pendant 18 mois et 50% pendant 18 mois également.
Dans ce qu'on appelle la prévoyance, donc il y a l'arrêt de travail, ou qu'on appelle aussi l'incapacité, comme je vous le disais en démarrant. Il y a également l'invalidité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de la sécurité sociale, puisque les contrats complémentaires suivent le régime de base, le socle de base obligatoire qui est le régime de la sécurité sociale, au bout de 3 ans, on passe à la sécurité sociale du régime de l'incapacité, donc régime de l'arrêt de travail, au régime de l'invalidité. Et en fonction du degré d'invalidité, la sécurité sociale, elle va verser une rente qui va dépendre du salaire moyen. Donc là, vous avez différentes catégories d'invalidité, mais ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on est en invalidité 3e catégorie, donc, et je m'excuse encore pour le jargon, mais c'est limité à 50%, donc l'indemnité versée est limitée à 50% du PMSS. Alors, qu'est-ce que c'est que le PMSS? C'est le plafond mensuel de la sécurité sociale qui est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale tous les ans et qui, en 2023, est égal à 3 666 € par mois. Donc, en cas d'invalidité 3e catégorie, l'indemnité versée est limitée à 50% de 3 666 € par mois. Même logique pour les invalidités 2e catégorie et 1re catégorie, avec une diminution du pourcentage. En ce qui concerne le décès, la protection, elle est vraiment minimale, la protection de la sécurité sociale. Vous avez un montant forfaitaire qui est fixé par décret de 3 666 € en 2023. Et en ce qui concerne donc, le PMSS, et en ce qui concerne l'IRCANTEC, c'est 75% du salaire des 12 derniers mois soumis à cotisation. Donc voilà pour les garanties statutaires des internes. Peut-être qu'on peut passer au slide suivant. Merci. Donc, face à ces lacunes statutaires, la BAS s'est engagée pour faire en sorte que, en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès, les internes, effectivement, aient une protection bien meilleure que la protection statutaire. Donc, en ce qui concerne l'arrêt de travail, le contrat de l'APA assure le maintien de la rémunération pendant 3 ans, puisque je vous le disais, au bout de 3 ans, on passe du régime de l'arrêt de travail au régime de l'invalidité. Donc ça, on y viendra. Donc, c'est 100% de la rémunération hospitalière nette jusqu'à 1095 jours, donc sous déduction des garanties statutaires et ou sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je ne sais pas si vous avez en tête le schéma de départ, mais effectivement, vous ne toucherez pas plus en étant en arrêt de travail, ce qui est logique, que ce que vous touchez lorsque vous êtes en activité. Donc, c'est ça ce que ça signifie. Mais les contrats de l'APA vous permettent de toucher 100% de votre rémunération, c'est-à-dire émolument hospitalier, prime et indemnité, garde et astreinte pendant 3 ans. Donc, avec une exclusivité effectivement des contrats de l'APA, puisque sont inclus dans la rémunération hospitalière nette donc les gardes et astreintes, les indemnités de logement et de nourriture, la prime de responsabilité, la prime de sujétion et le supplément familial. Et autre avantage que l'on a souhaité mettre en place et surtout maintenir, c'est que le contrat, il intervient à compter du 1er jour d'arrêt de travail. Il faut savoir que la sécurité sociale ne commence à vous indemniser qu'au 4e jour de votre arrêt de travail, puisqu'il y a un délai, ce qu'on appelle un délai de carence de 3 jours qui est absolument incompressible. En ce qui concerne le régime de l'invalidité permanente, donc là encore, on va rentrer dans des subtilités un peu techniques, mais on distingue plusieurs régimes d'invalidité permanente et je vous souhaite évidemment de ne jamais avoir à le vivre, mais l'invalidité permanente totale ou l'invalidité permanente partielle. En cas d'invalidité permanente totale, donc le contrat de l'APA verse une rente mensuelle qui est égale à 1/12 du traitement annuel de référence, donc sous déduction de ce qui est versé par la sécurité sociale.
Et en ce qui concerne l'invalidité permanente partielle, c'est le versement d'une rente mensuelle qui est égale à la moitié de la rente mensuelle qu'il aurait perçue, que vous auriez perçue en cas d'invalidité permanente totale. Ce qui fait que le cumul de la prestation APA, de la pension versée par la sécurité sociale et le cas échéant du salaire qui résulte d'une activité partielle ne peut excéder 100% de la rémunération de départ. Alors, l'APA, et je le souligne, hein, a souhaité particulièrement sensibiliser les internes à l'importance de la prévoyance, parce que c'est vrai que c'est une préoccupation, et peut-être que Gérard voudra le commenter, mais c'est une préoccupation majeure, hein, des administrateurs de l'APA de sensibiliser, et en particulier les internes et les jeunes médecins, à la nécessité de se couvrir en prévoyance et aux lacunes des statuts et du coup, compte tenu de ces lacunes, des situations difficiles dans lesquelles peuvent se trouver un interne ou un médecin lorsqu'il se retrouve en arrêt de travail. Donc, c'est pour ça que l'APA a fait le choix de mettre en place des contrats pour les internes qui coûtent donc 1,50 € par mois, hein, pour le contrat prévoyance, donc toutes les garanties que j'évoquais. Donc, c'est 1,50 € par mois les premières et deuxièmes années d'internat. Et ensuite, c'est 8,11 € par mois de la troisième à la cinquième année. Et je le souligne parce que c'est un engagement assez fort de l'APA et qui aujourd'hui est évidemment sans équivalent dans les autres contrats que peuvent proposer le marché et qui fait l'objet vraiment de discussions très spécifiques et d'un engagement très fort de l'association vis-à-vis des internes. Voilà. Peut-être le slide suivant. Je ne sais pas, Gérard, si tu veux commenter peut-être l'engagement de l'APA. Oui, moi je trouve que, d'abord, faut savoir que quand nous, on est rentrés à l'APA, les internes ne pouvaient pas rentrer à l'APA. Donc, on a d'abord milité pendant longtemps pour que les internes puissent rentrer à l'APA et de les protéger. Ça, c'est un peu le compagnonnage des aînés vis-à-vis des internes. Moi, ce qui m'a fait rentrer à l'APA, outre le compagnonnage du docteur Boursier, qui était mon chef de service en 93, c'est que quand j'étais externe, j'avais un ami interne qui a eu un accident gravissime dans lequel les deux jambes ont été explosées et ça a mis... ça a fini ses études, il n'a pas pu les continuer et il n'avait pas de couverture. Et ça, je m'étais dit, non, ça, c'est pas possible. Donc, à l'époque, on était obligé de prendre un contrat sur d'autres assurances. Et une fois que j'ai milité à l'APA et que j'ai été avec d'autres donc au conseil d'administration, nous n'avons eu de cesse que de travailler, parce que cette histoire de chasse, beaucoup d'entre nous l'ont vécue. Et nous n'avons eu de cesse que de travailler à ce que l'APA prenne en charge les internes et les sensibilise en effet à l'importance d'une prévoyance. Vous êtes des sujets jeunes, donc quand on est jeune, on se croit invulnérable et le fait est qu'on a peu de maladies et peu de problèmes, mais quand ça arrive, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Lorsqu'on a 25 ou 28 ans et qu'on est interne, on peut être aussi parent. Et il faut faire attention à ne pas mettre en péril l'avenir de ses enfants parce qu'on s'est cru, entre guillemets, pratiquement invulnérable. Donc la volonté de l'APA, c'est de montrer que l'invulnérabilité, ça n'existe pas, que nous sommes là pour prévenir c'est à nouveau une prévoyance, donc nous sommes là pour prévenir les aléas de la vie et permettre qu'un interne ne soit pas handicapé sur le plan financier. On a vu à quel point des carences financières pouvaient avoir une incidence sur les risques psychologiques majeurs. Et donc, on a milité là-dessus et nous sommes très contents d'avoir pu, grâce à ABC, négocier des contrats très accessibles qui, comme tu l'as dit, Aurore, n'ont pas d'équivalent sur le marché actuellement. Oui, et peut-être, hein, alors dans l'hypothèse évidemment la plus terrible en cas de décès, ce qu'il faut souligner, c'est les contrats de l'APA, hein, donnent aux bénéficiaires, hein, du coup versent aux bénéficiaires de l'assuré un capital. Alors pour l'assuré sans enfant, un capital de
alors ce qu'on appelle 150% du PASS. Alors, on a parlé du PMSS, là encore, on jargonne. Le PMSS, c'est le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le PASS, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est égal à 43 992 €. Donc, un capital de 150% de 43 992 €. Et un assuré avec enfant, c'est alors un capital qui est de 50% du PASS, majoré de 75% du PASS par enfant à charge. Et alors, donc, si c'est 2 enfants à charge, effectivement, là, du coup, c'est 200% du PASS. Et avec en plus le versement d'une rente éducation annuelle qui est égale à 7,5% du PASS, c'est-à-dire 3 300 € par an et par enfant. Tant que, alors pour tous les enfants qui sont à charge fiscale hein, de moins de 21 ans ou jusqu'à 26 ans si l'enfant poursuit des études supérieures et bénéficie du régime de la sécurité sociale des étudiants. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi important de le souligner, Gérard, effectivement. Merci beaucoup. Même si c'est en effet, il y a beaucoup de données, ça clarifie un peu les choses et c'est vrai qu'on se rend compte que, en plus, rien que pour les premières années, pour les 2 premières années avec la journée de carence, pour un interne, une journée de carence suffit pour, avoir déjà, remboursé tout ce que la cotisation de l'APA et même plus donc on se rend compte que c'est en effet très avantageux et c'est vrai que on se sent parfois de l'autre côté de la barrière en tant qu'interne, mais on sait que, en voyant les études, on n'est pas du tout, exempt de problématiques de santé. Oui, le but est pas forcément évidemment hein, d'assombrir votre soirée, mais effectivement, nos contrats, ils sont évidemment amenés à intervenir hein, dans des situations un peu difficiles. Voilà, donc je pense qu'effectivement, le mot de Gérard est important pour rappeler que finalement, personne n'est invulnérable. Je ne sais pas si parmi les participants, il y a des questions, ou, ou parmi les intervenants vis-à-vis d'autres interventions. Ça a été très complet, en plus de ça, moi j'ai vu sur le site de l'APA, en plus de la prévoyance, il y a aussi, une possibilité d'accompagnement pour la santé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, ce sont des contrats qui interviennent donc en complément des remboursements de la sécurité sociale. Et évidemment, on est à votre disposition hein, si vous le souhaitez pour vous donner plus d'informations et vous faire passer hein, tous les documents dont vous auriez besoin et répondre évidemment aussi à votre question puisqu'on a une équipe hein, dédiée bien sûr aux questions, à vos questions et aux questions de l'ensemble des adhérents de l'APA. Mais écoutez, on n'hésitera pas à leur faire part, de votre site internet et aussi de retransmettre le lien de ce webinaire enregistré. Je pense que ça peut être utile à tout le monde. Un Moi, j'ai une grand petite merci. question, parce que l'ingénieur, c'est les internes, mais c'est aussi dans les 5 années après l'acquisition de l'internat. Je pense que vous faites aussi des contrats de prévoyance pour cette catégorie-là, notamment les assistants et les CCA. Absolument. Et peut-être Absolument. que vous faites des prix aussi qui restent attractifs pour cette catégorie-là. Alors, on s'efforce de faire évidemment des prix attractifs qui ne seront pas aussi attractifs. Hein. Je ne vous le cache pas que les prix qui sont faits pour les internes, qui ça pour le coup, et là encore, je ne vais pas rentrer dans la complexité de notre jargon, mais c'est un vrai choix de l'association d'avoir des contrats déficitaires, hein, si je puis dire, pour les internes. Évidemment que les contrats hein, pour les plus jeunes médecins, on est aussi particulièrement attentif aux tarifs. Mais je pense aussi ce qu'il faut dire, c'est que l'APA aussi fait le choix, et c'est un choix délibéré, d'apporter
de vraies couvertures de bon niveau. Vous pouvez trouver sur le marché, vous pouvez trouver peut-être des contrats moins chers, mais vous ne trouverez pas de contrat qui soit à la fois avec ce niveau de garantie spécifiquement adapté au statut et avec un tarif raisonnable. Voilà. Et c'est la vraie volonté de l'APA aussi, je le souligne, hein, de toujours avoir dans ces contrats des garanties de bon niveau. Voilà. Et non pas des garanties gadgets ou qui ne répondraient pas vraiment aux besoins des statuts. Oui, si je peux compléter, c'est extrêmement important d'avoir dans sa tête l'idée quand même qu'on est bien couvert s'il nous arrive quoi que ce soit. Et on parlait des risques psychosociaux, mais la certitude que si jamais il nous arrivait quelque chose, et les risques psychosociaux sont un risque important, eh ben, on ne met pas en danger nous-mêmes sur notre couverture, mais aussi nos ayants droit, notre famille, nos enfants, eh ben, c'est un moyen aussi, c'est un facteur protecteur quand même, qui permet de se sentir plus à l'aise et mieux au travail. C'est une tranquillité d'esprit et c'est vrai que les contrats sont faits pour cette tranquillité d'esprit. Ils s'adaptent au statut, que ce soit celui d'assistant, CCA, praticien hospitalier contractuel, mais qui vont disparaître puisque maintenant il n'y a qu'un seul concours, et praticien hospitalier. Tout est fait pour sécuriser le plus possible et le mieux possible l'avenir financier des praticiens s'il leur arrive quoi que ce soit, ou des internes ou des CCA ou assistants. Et ça permet d'être beaucoup plus libre dans son exercice à côté de la protection. Et c'est vrai, comme le dit Aurore, il n'y a pas de contrat meilleur sur le marché que celui-là, puisqu'il est spécifiquement adapté par les administrateurs et par les équipes au statut et au changement du statut. Exactement. Peut-être pour compléter Marion et répondre sur les jeunes médecins, l'APA a aussi tenu à mettre une offre tarifaire avantageuse pour les médecins de moins de 40 ans. Hein, donc, il y a une offre évidemment très intéressante sur les internes. Et pour tous les praticiens hospitaliers de moins de 40 ans, il y a aussi un effort tarifaire qui a été fait pour justement accompagner les médecins en début de carrière sur toute la problématique de santé et de prévoyance, avec une offre très qualitative, comme l'ont précisé Gérard et Aurore auparavant. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main dans les personnes présentes. Non, je n'ai pas la... Non, je n'ai pas de questions. D'accord. Comme le soulignait Valentin, il ne faut pas hésiter à aller sur le site, hein, où il y a moult informations. Peut-être dire un mot aussi, parce que ça peut aussi être intéressant, Christophe, sur la souscription en ligne des contrats, parce que ça peut être aussi un... Exactement. Je pense que sur les slides de fin, on va retrouver un petit peu tous les liens et toutes les coordonnées justement pour permettre d'accéder. Alors, il y a des annexes. Évidemment, on a mis en annexe un petit peu tout le jargon pour donner un peu plus de visibilité, de lisibilité et pour être assez clair en fait dans tout ce qui peut être un peu complexe. On vous a remis aussi les annexes pour les contrats santé. Spécificité aussi un peu de la passe sur les internes, il y a 2 niveaux de garantie en santé, alors qu'on va en retrouver qu'une seule sur tous les contrats des praticiens hospitaliers, avec 2 niveaux d'options, une en complément de ce que va prendre en charge la sécurité sociale, et une un peu mieux disante. Donc voilà, ça permet d'avoir le choix aussi, de savoir comment on veut se protéger sur la partie santé. On a évidemment focalisé sur la prévoyance parce que c'est quand même l'enjeu principal par rapport à son activité. Et donc, on va retrouver tout à la fin les coordonnées. On va
On a dématérialisé complètement la phase de souscription, donc elle peut être faite complètement en ligne, à n'importe quel instant, sur un site. Donc, vous allez retrouver le lien sur le site de l'APA qui va vous réorienter vers le site de souscription en ligne de BC. Tout est fait en ligne, la sélection médicale, tout est expliqué et tout est très simple à n'importe quel moment pour chacun d'entre vous. Vous avez des horaires et des disponibilités qui ne sont pas forcément compatibles avec des horaires de bureau. Et on est évidemment joignable par téléphone à chaque instant de la journée pour accompagner et répondre aux questions si besoin, évidemment. Voilà. Toujours pas de questions apparemment. Non. Et ben, en tout cas, on remettra peut-être cette dernière slide et puis le lien avec la vidéo en ligne sur nos réseaux, puis on diffusera à tout le monde afin qu'ils aient accès à ces informations. Et ben, dans ce cas-là, je vous remercie à tous de votre présence ce soir. On reste disponible si besoin. Et puis, à bientôt. Merci. Merci. Merci, à Bonne bientôt. soirée. Merci, bonne soirée. Merci pour tout.